Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis Elmancio Gotson, et j'ai pour mission de vous conduire vers l'éveil intérieur. On va le dire de cette façon toute simple. Aujourd'hui, je vais introduire un sujet assez sensible. Je vais l'introduire, permettez l'introduction, juste pour attirer votre attention et permettre aux uns et aux autres de commencer à y réfléchir, à y penser. Parce que, en toute humilité, et je le reconnais, ce ne serait pas l'affaire d'une seule personne. Ce serait l'affaire d'un groupe de personnes, d'un ensemble de personnes, si nous voulions vraiment aller plus loin. Aujourd'hui, je vais nous poser une question. Certainement, pour certains, c'est un dilemme. Mais c'est une question qu'il faut oser se poser. Vous savez, en matière de questionologie, ce qui définit la quête, ce qui permet de faire la quête, c'est la question. Et tant qu'on n'ose pas poser la question, eh bien, on refuse de sortir de sa zone de confort, on refuse de remettre les choses en cause, on refuse tout simplement d'aller plus loin. Mais il faut savoir que toute vérité, même la vérité, possède des dimensions supérieures à elle-même et que vous n'avez pas le choix, ou du moins, vous avez déjà fait le choix. Ce choix qui fait de vous un microcosme du macrocosme, ce choix, c'est que vous ferez toujours la quête de la vérité à divers niveaux, car la vérité se trouve à une infinité de dimensions. Il faut comprendre donc ainsi, et je l'ai toujours dit, que les lois supérieures gouvernent les lois inférieures et que à chaque loi inférieure se trouve une loi supérieure, et ceci indéfiniment. Nous allons donc revenir à quelque chose de plus simple. On va se permettre de poser la question parce que cette aliénation spirituelle que subissent les Africains ne leur donne même pas l'opportunité de se poser la question. Parce que justement, si vous n'osez pas poser la question, peut-être que vous avez peur de la réponse, ou peut-être parce que vous vous êtes déjà mis au vert et vous vous dites, pourquoi se poser cette question? Peut-être aussi parce que votre esprit, et je vais le dire autrement, votre mental n'a pas assez de capacité pour se poser la question parce que votre mental vit déjà dans l'illusion d'une pseudo-vérité et ne veut pas en sortir par peur de se retrouver avec un nouvel inconnu qui probablement va créer en lui une certaine forme de souffrance mentale. Mais comme nous ne sommes pas notre mental, comme nous ne sommes pas nos émotions et que nous ne sommes pas notre corps, il est important pour nous de faire cette remise en cause pour nous assurer que vraiment nous sommes sur la bonne voie. Et même si c'était déjà la bonne voie, eh bien, comme c'est la bonne voie, il n'y a pas de peur de justement faire cette remise en cause parce que la vérité étant permanente, si nous sommes sur la bonne voie, eh bien, rien ne changera. Du moins, nous n'atteindrons qu'une nouvelle compréhension plus subtile de ce que nous savions déjà, puisque nous sommes appelés, condamnés, prenez ça positivement, à évoluer ensemble, intérieurement, personnellement ou collectivement, mais à évoluer quand même. Aujourd'hui, je vais nous poser la question, une question que certaines personnes ne trouveraient pas utile à poser, que certaines personnes n'ont jamais imaginé se poser. Cette question, elle est la suivante.
est-ce qu'il existe vraiment, de chez vraiment, hein, est-ce qu'il existe vraiment une communauté kémite? Oui, je sais, c'est quelque chose qui peut choquer beaucoup de personnes parce que sur tous les réseaux sociaux, eh bien, il est fait promotion de la communauté kémite, de la communauté afrodescendante, de la communauté africaine, de la communauté, etc. Tout étant relié justement à l'Afrique, tout étant relié à nos ancêtres, tout étant relié à l'Égypte antique. De toute façon, tel que je le dis, quelles que soient les diversités, eh bien, on peut se retrouver dans une base commune qui, en fait, est liée à une lutte commune, retrouver notre identité première. Et donc, la question, c'est vrai, pour beaucoup de personnes, elle ne devrait pas se poser pour la simple raison que ces personnes-là ont confondu le fait d'avoir la peau noire et le fait d'être kémite. Je ne leur en tiens pas rigueur parce qu'il est vrai que lorsque je rentre dans la forêt et que je trouve une espèce de faune, une espèce d'animaux, eh bien, je suis enclin à dire simplement que les lions sont des lions parce que, voilà, je retrouve un lion et je mets tous les lions dans la même calebasse et je dis, voilà, c'est des lions. Et cette première vue, que je considère tout simplement comme étant une vue, excusez le terme, basiquement animale, va se différencier lorsque, ou va se diversifier, ou va se subtiliser lorsque nous allons entrer au niveau de l'humain et de l'être humain. Parce que nous allons entrer dans la dimension de l'intelligence et nous comprendrons que l'habit ne faisant pas forcément le moine, eh bien, être kémite n'est pas lié justement à la couleur de votre peau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés un peu trop abrupts au point, des personnes qui ne savaient même pas qu'ils avaient des ancêtres ou qu'elles avaient des ancêtres. Et ces personnes s'étant réveillées brutalement, brusquement, ces personnes ont pris tout de suite le chemin de la violence d'une manière camouflée. Et ces personnes-là estiment que lorsque on a la peau noire, on est non seulement africain, mais on est également kémite. Et par conséquent, on devrait s'engager dans la lutte commune. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, très peu de personnes réalisent que la peau que nous portons n'identifie pas forcément que nous soyons kémites. Et ça, je l'expliquerai un peu plus en détail une autre fois, même si des personnes vont peut-être s'attaquer à moi en disant, oui, qu'est-ce qu'il raconte? Si je suis africain, je suis né sur le continent africain et voilà, mes parents sont des Africains, etc. Ça veut dire que, naturellement, je suis kémite. En fait, vous êtes, c'est vrai, comme on peut reconnaître un animal par rapport à son espèce, oui, vous êtes kémite. Mais voilà que vous n'êtes pas qu'animal, vous avez une dimension qui transcende l'animal. Vous avez quelque chose de plus que l'animal. Et vous savez ce que c'est? Eh bien, je vais vous le dire. C'est cet élément qui va vous permettre d'être au-delà de l'animalité, cet élément qui fait de vous des humains, vous voyez, des humans, des manas qui agissent. Cet élément qui va faire de vous des êtres conscients de leur mana. Le mana peut être également appelé le ka, mais on l'appelle également le mana parce que son origine vient donc de la divinité Min ou Minu. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Et donc, ce mana-là, je vais en parler tout à l'heure, est essentiel parce que c'est le siège même, non seulement de la mélanine, puisque Minou est en relation avec le limon du Nil, et donc avec le principe basique de la fertilité, puisque c'est le limon qui permet la fertilité. C'est en relation donc avec la mélanine, ce qui justement est en relation avec la glande pinéale et la glande pituitaire qui permettra à vous,
à moi, à nous qu'on appelle des humains et des êtres humains, de transcender l'animal en usant d'une qualité fondamentale à ce mana ou à cette faculté-là, c'est-à-dire l'intelligence. Vous voyez exactement l'intelligence. Il est important donc de comprendre que nous, les humains ou les êtres humains, nous avons ce quelque chose de plus que les animaux, c'est notre capacité manasique. C'est-à-dire, nous avons la capacité de réflexion, nous avons la capacité non pas seulement de penser, parce qu'un animal, excusez-moi, pense, mais nous avons la capacité de penser la pensée à travers la pensée. Et c'est ce qui va nous permettre de nous identifier comme étant des Homo sapiens sapiens, parce que nous sommes en mesure de penser la pensée à travers la pensée. Et parce que nous sommes en mesure de faire ça, nous nous octroyons une identité différente de celle de l'animal. C'est-à-dire que l'animal est condamné à son espèce à être identifié uniquement de par ses éléments extérieurs, physiques, de par sa biologie, à son espèce. Mais ce qui n'est pas le cas de l'homme. Parce que l'homme, possédant cette faculté-là, que je résume dans sa trilogie, à savoir le fait de penser la pensée à travers la pensée, eh bien, l'homme peut se doter d'une identité mentale qui soit différente de son identité physique. Voilà, je crois que vous commencez à comprendre. Ce qui veut dire que l'animal, excusez le terme, étant dans l'incapacité, puisque ce principe manasique est ce qui rend capable au niveau mental poussé, c'est-à-dire penser la pensée à travers la pensée. L'animal étant incapable de cette fonction, mettez le mot incapable entre griffes, eh bien, l'animal demeure son espèce. Eh bien, quand vous rentrez dans l'espèce animale, vous ne pouvez pas vous tromper. Eh bien, l'animal est ce que l'animal est. Il ne se ment pas à lui-même. Il reste dans sa nature. Vous pouvez facilement l'identifier. À travers ces éléments biologiques, à travers sa forme, à travers la couleur de sa peau, à travers les éléments extérieurs qui font de lui son espèce. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de l'homme. Parce que par le fait que l'homme a la capacité de penser la pensée à travers la pensée, l'homme peut, grâce à cette capacité manasique, grâce à cette faculté manasique, grâce à ce mana qui lui octroie une intelligence supérieure à celle de l'animal, l'homme va être en mesure justement de se doter d'une identité mentale qui sera même plus prévalente que l'identité physique. Et donc, vous pouvez avoir un être humain ou un humain, on en arrivera, qui extérieurement peut paraître être un kémite, mais étant donné que son mental permet de dominer sa nature animale et ce mental ou ce mana, ce principe mental ou ce mana est sa dimension supérieure, civilisationnelle, qui lui permettra de changer sa nature intérieure, même si sa nature extérieure ne change pas, eh bien, on considère cette identité mentale-là comme étant prévalente à l'identité physique, puisque l'homme n'étant pas un animal, il peut transcender la dimension animale pour devenir un humain. Il a converti son énergie d'humanitude à une dimension qui est différente de celle de l'animal et par conséquent, il peut se donner une identité mentale qui, en réalité, peut tromper son aspect physique. Donc, vous avez aujourd'hui beaucoup de pseudo-kémites qui, en fait, possèdent la configuration extérieure d'avoir la peau noire, de vivre, enfin, d'avoir même une pseudo-lignée ancestrale et de vivre et de porter même un nom africain. Mais en fait, son mental, vous voyez, sa configuration mentale, son processus mental, et nous en savons beaucoup à ce sujet, a été tout simplement édulcoré, a été tout simplement falsifié, et l'individu
va réfléchir, va fonctionner, va débiter un certain nombre de logiques, de raisonnements, de comportements mentaux qui, en réalité, trahissent complètement son authenticité en tant qu'Africain. Donc, on n'est pas africain parce qu'on possède la peau noire. On n'est pas, et je vais utiliser le terme qui est aujourd'hui sacré, on n'est pas kémite parce qu'on possède la peau noire. En fait, tout cela a été, disons, mal interprété parce qu'on a eu affaire, excusez le terme, à des professeurs en griffe africains qui sont sortis d'universités occidentales et qui, en voulant défendre la cause en griffe africaine ou kémite, ont plus accentué leurs recherches sur la dimension historique et l'historiographie que sur la dimension spirituelle. En fait, les deux sont importantes, mais il y a une dimension qui prévaut sur l'autre dimension. De telle sorte que si la dimension de l'histoire africaine prend le dessus sur la dimension de la spiritualité africaine, vous allez remarquer que ce qui va se développer, c'est l'orgueil mental qui, en fait, ne sera pas différent de la configuration du mental du locoderme ou de l'occidental, qui ne sera pas différente de la façon d'exprimer les vérités qui, en fait, ne sont pas de la manière africaine possible. Et vous allez voir que ces personnes vont utiliser ce que nos ancêtres n'utilisaient pas pour défendre la cause kémite. Et vous verrez en eux, en fait, des individus qui, soi-disant, défendent la cause kémite, alors qu'en réalité, ce sont des personnes dont le mental est tout simplement virusé, le mental est tout simplement corrompu. Ce sont des personnes qui ne possèdent pas en elles-mêmes une identité spirituelle révélée et un lien conscient avec leur propre histoire africaine et qui pourtant se proposent de défendre la cause africaine. Ce sont des personnes qui ont un corps kémite, mais qui n'ont pas une configuration mentale kémite. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous aimons plus l'habit que le moine lui-même. C'est-à-dire que pour nous, on est arrivé à comprendre que l'habit fait le moine. C'est-à-dire que pour nous, ce vêtement physique que je porte, qui est en fait un habit, vous voyez, qui est un habit, peut montrer à d'autres personnes systématiquement que je suis kémite. Vous voyez qu'un lion voit un autre lion, ben, il regarde que c'est un lion. Même si, entre-temps, on utilisait, je dis n'importe quoi, hein, disons, un laboratoire pour cloner, vous voyez, cloner un lion et y cacher un être humain pour mieux s'approcher des lions. Vous savez que nos ancêtres faisaient ça pour aller à la chasse. Eh bien, ils portaient un vêtement ou une peau d'un animal, comme par exemple l'antilope et tout ça, pour se fondre, vous voyez, au milieu, n'est-ce pas, de l'espèce et chasser. Ça, tout chasseur le fait. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui existe, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui possèdent la peau, vous voyez, la peau noire, en fait, la peau charbonnée, la peau kémite, mais qui, en fait, au fond, ne portent que le vêtement, mais au fond, ne sont pas des kémites parce que leur mental ne réfléchit pas comme nos ancêtres réfléchissent, parce que le mental africain a une configuration bien précise, a une façon d'approche des choses bien précise. Malheureusement, cette façon mentale, intérieure, d'approcher les vérités, qui commence toujours par la dimension symbolique des choses, elle est perdue. On a plus de personnes qui approchent les choses avec logique, avec raisonnement, et qui, pour ces personnes-là, c'est tout à fait la vérité, et dont ces personnes défendent en fait la logique et le raisonnement, et ces personnes sont en mesure de vous agresser de façon logique et raisonnable, vous voyez, et on estime que c'est la meilleure façon de faire puisque ces personnes possèdent maintenant un mental occidentalisé, le codermisé,
et ne sont plus vraiment kémites. Je vais vous surprendre. On peut trouver aujourd'hui des personnes à la peau noire qui ne soient vraiment pas des kémites et on peut trouver des personnes à la peau blanche qui soient des kémites. Ça peut vous paraître, disons, aberrant, ce que je dis, et je vous le concède. Mais on ne juge pas un kémite ou on n'apprécie pas un kémite sur la couleur de sa peau, mais en réalité sur la qualité, vous voyez, de sa mélanine. La mélanine a deux aspects et la couleur de la peau, blanche ou noire, ne définit pas vraiment l'activité vibratoire de la mélanine ni de la glande pinéale, puisque la glande pinéale ne va pas être appréciée par rapport à ça, disons, à quelque chose de coloré noir, mais plutôt par rapport à sa vibration. Et donc, on peut trouver un leucodème, comme les gens se permettent de les appeler, on peut trouver un leucodème qui soit plus kémite qu'un kémite lui-même. C'est très important de comprendre ça. Et pourtant, on peut trouver des soi-disant kémites, c'est-à-dire une espèce à la peau noire, mais qui, en réalité, n'a rien de kémite parce que son esprit a été complètement, je vais dire plutôt son mental, a été complètement leucodermisé. Et l'individu ne réfléchit plus en suivant la configuration de nos ancêtres, qui est une démarche holistique et symbolique des choses, une façon sage de comprendre et de rencontrer les situations du monde, mais vous les verrez, ces pseudo-kémites adopter des positions rigides, des positions de kamitonazie, des positions d'individus tranchés, des positions d'individus qui croient détenir la connaissance absolue et qui automatiquement écartent les autres. Vous les reconnaîtrez. Et quand vous les analysez, bien, vous verrez que ce ne sont pas des kémites. Même si apparemment, ils croient ou ils vous font croire qu'ils sont en train de défendre la cause kémite. Vous imaginez que nous avons aujourd'hui des défenseurs de la cause kémite qui vivent à l'étranger et qui n'ont jamais mis un seul pied en Afrique. Maintenant, sur quelle base sont-ils kémites? Ils ont eu la sagesse où? À partir de quel moment ils ont compris comment fonctionne la configuration manasique ou mentale de l'Africain, l'approche que l'Africain a des choses? Comment peuvent-ils comprendre ça? Et même admettons avec le bénéfice du doute que ces personnes ont pu magistralement comprendre les choses. Mais comment ces personnes approchent les vérités? Comment ces personnes approchent le monde? Comment ces personnes approchent les crises dans le monde? Comment ces personnes approchent les défis auxquels nous sommes relevés aujourd'hui? Et donc, vous constatez que quand je pose la question, est-ce qu'il existe vraiment de chez vraiment une communauté kémite? Ce n'est pas à moi de répondre. Chacun y répondra et chacun y trouvera sa solution. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis ni pour ni contre qui que ce soit. Je travaille avec des Occidentaux, avec toute personne, et je n'apprécie les gens que par rapport à ce que les gens ont à l'intérieur et non à l'extérieur. Il y a même des débats qui se font aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a même des Africains, entre griffes, qui ont nié leur propre enfant métis pour être plus africain qu'africain. Et pourtant, je me pose une question. À quel moment un ancêtre africain a jamais nié un enfant? Non, a nié son sang ou une partie de son sang. Vous trouverez cela dans quelle procédure de la maths? Vous trouverez cela où, quand, comment? Et pourtant, ce sont les religions importées qui font ça. Parce que dans une religion importée, lorsque la fille musulmane veut épouser un chrétien et que le papa n'est pas d'accord, il renie sa fille. Lorsque, par exemple, toujours dans les religions importées, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre et vous êtes éliminé. Regardez toutes les religions importées, elles fonctionnent exactement avec le même modus operandi. Et vous allez constater, parce qu'il y a des gens qui sont légalement mariés, qui vont découvrir une religion importée, et on leur dit, tu dois naître de nouveau,
la femme que tu avais épousée, tu l'avais épousée quand tu étais dans le péché, maintenant il faut épouser une autre femme de l'Église. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec des pseudo-kémites. C'est-à-dire que vous allez voir un kémite qui a eu des enfants avec une blanche et parce qu'il veut défendre la cause kémite, il renie ses enfants. Il dit maintenant qu'il est devenu kémite et il se lie, soi-disant, je ne sais pas quel rituel qui n'a jamais existé, à la tradition de ses ancêtres et il renie une partie de son sang. En fait, je me pose la question, est-ce que c'est comme ça que nos ancêtres fonctionnaient dans la Maat? À quel endroit de la Maat il est écrit, montrez-le-moi, qu'on ne peut pas avoir une relation avec ou avoir des enfants métis? Excusez-moi, c'est juste une question que je pose. Pourquoi considérez-vous que quelqu'un qui a une relation avec une femme blanche et qui a fait des enfants métis a trahi la cause kémite? Par rapport à quels éléments vous êtes en train de définir un kémite? Si c'est par rapport à la peau, ça veut dire que vous n'avez vraiment pas avancé d'un iota, pas plus que les religions importées qui vous ont lessivé le mental et vous ont laissé comme des zombies et vous répétez machinalement ce qu'on vous a enseigné. Regardez, c'est le même protocole que vous adoptez. Ces religions viennent avec des enseignements précis. Il y a un Jésus qui a sauvé les gens, vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous irez en enfer. Il y a un Mahomet et puis vous irez en enfer si vous ne suivez pas l'islam. Vous voyez, ça se passe comme ça. Et vous-même, vous venez, alors que nos ancêtres avaient les bras ouverts à toutes les traditions parce que pour eux, toutes les traditions procèdent forcément de certains éthérous. Je vous l'expliquerai. Vous, non. Vous avez décidé de fonctionner exactement comme vos bourreaux. C'est-à-dire que vous avez récupéré par la sympathie de la torture. C'est-à-dire que vous avez finalement eu de la sympathie inconsciemment, bien sûr, pour vos bourreaux. Vous avez incorporé leur système de fonctionnement et vous les distribuez au sein de la communauté en créant ce que j'appelle des clivages au sein de la communauté, en disant que telle personne est ceci, telle personne est un traître. Et il y a parfois sur les réseaux sociaux, et ça me fait tellement rire, des gens qui disent oui, ce sont des traîtres, ceux-là qui vont faire ceci, qui vont épouser une femme blanche, une chinoise, qui vont, etc. Ils ont trahi la cause kémite, etc. Et pourtant, en Afrique, ici, vous trouverez des personnes qui ont la peau noire et qui trompent tout le temps leurs propres frères, sans l'intervention d'un blanc, d'un leucoderme. La question à se poser, elle est vraiment fondamentale et je nous la pose réellement. Est-ce que nous savons vraiment ce que c'est qu'un kémite? Quels sont les éléments qui permettent justement de reconnaître un kémite? Est-ce que c'est par rapport à sa peau? Dans ce cas, eh bien, il n'y a pas de problème. Si c'est par rapport à sa peau, on sait à quel niveau vous vous situez dans votre propre développement spirituel. Mais si ce n'est pas par rapport à la peau, parce que justement, un être humain ne se juge pas par rapport à sa forme ni à sa peau, mais par rapport à son humanité, c'est-à-dire à sa capacité de connecter ou de se connecter à la math et de l'appliquer. Si on reconnaît l'être humain comme étant un enfant disons, de Isis ou même de Sekhmet ou même de Tefnut, c'est-à-dire un enfant de la Maat, si vous voulez, comme un pharaon, s'il est un véritable homme, puisque le pharaon était un véritable homme, s'il est un véritable homme, un bantou, est-ce que c'est par rapport à la couleur de sa peau ou c'est justement par rapport à quelque chose de plus grand que sa peau qui fait de lui un véritable homme? En fait, la question peut aller plus loin. C'est pourquoi je nous pose aujourd'hui la question de savoir est-ce qu'il existe vraiment de chez vraiment une communauté kémite? Et je vais aller un peu plus dans les détails. Parce que j'ai comme l'impression que les gens n'ayant pas un fondement spirituel de la tradition africaine, ces personnes-là se réveillent un matin et racontent n'importe quoi parce que ces personnes ne se sont pas retrouvées elles-mêmes
Et ces personnes sont des personnes, entre griffes, excusez le terme, déséquilibrées et propagent leur propre déséquilibre. Parce qu'il faut comprendre les trois identités fondamentales de la divinité Min ou de la divinité Minou qui est en relation avec le mana ou la mana ou avec le nyama, que certaines personnes l'appellent de cette manière-là, qu'on peut encore appeler le ka, si vous voulez. Est-ce que vous voyez là où je veux vous conduire? Parce que ce que je veux vous faire faire, c'est beaucoup plus profond que ce que vous avez jamais connu de par le passé. Alors, avant de dire est-ce qu'il existe vraiment vraiment une communauté kémite, je vais reposer une autre question en avant-garde, en amont. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qu'une communauté? Et pourtant, quand je pose la question qu'est-ce qu'une communauté ou qu'est-ce que la communauté, eh bien, les gens vont courir tout de suite à un dictionnaire. Voilà, c'est ce qui pose problème. Vous voyez, c'est ce problème que nous avons. Nous pensons qu'à travers les définitions dictionnaires des choses, nous connaissons les choses. Il suffit qu'on nous définisse l'eau dans le dictionnaire pour que nous disions oui, nous connaissons l'eau. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, quand vous posez le mot, vous prenez le mot communauté, eh bien, les intellectuels qui, en fait, n'ont pas développé leur spiritualité, mais qui ont plus développé leur intellectualisme, plus que leur spiritualité, devenant ainsi arrogants mentalement, parce que l'arrogance mentale existe, la suffisance mentale existe. C'est ce qui trompe beaucoup de pseudo-professeurs, pseudo-historiens, parce que ce sont des personnes qui sont incapables de voir la dimension spirituelle derrière la dimension historique et de faire prévaloir la dimension spirituelle sur la dimension historique parce que, posons-nous vraiment la question, entre la dimension spirituelle et la dimension historique, laquelle a donné naissance à l'autre? Et comment peut-on uniquement s'asseoir sur la dimension historique et prétendre avoir la connaissance complète de la science de nos ancêtres alors qu'en réalité, l'historiographie même présente des données spirito-mystiques dont la compréhension devrait aider à la compréhension même de l'histoire. Et c'est ça que les gens ne prennent pas en considération. Et c'est là que nous avons un putain de problème. Alors, quand je dis qu'est-ce que la communauté, eh bien, vous irez rapidement sur Google. Voilà. Vous voyez, cette réaction, cette disposition que vous avez de définir les choses comme ça, je ne dis pas que ce n'est pas bon parce que d'une manière ou d'une autre, ça nous permet de nous comprendre dans la société. Mais est-ce que même si vous allez lire ça, est-ce que vous allez au-delà pour dire, mais non, si une communauté est définie comme un ensemble de groupes sociaux ou un ensemble d'individus ayant une tradition culturelle identique, etc., patati patata, mais est-ce que ça me permet de résoudre le problème auquel je fais face actuellement? Le problème dans lequel je remarque visiblement qu'au sein de la communauté, il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté pour la simple raison que, eh bien, cette communauté, elle n'a pas des éléments profondément solides qui l'identifient. C'est un mélange, un fourre-tout qui n'a pas de précédent spirituel, du moins mis en place spirituellement et consciemment, qui deviennent donc des référents pour les gens qui participent à la vie de cette communauté. Et donc, nous n'avons pas de garde-fou spirituel, puisque ces garde-fous-là n'étaient même pas au commencement de la mise en place d'une communauté kémite qui, en fait, n'a pas été consciemment mise en place, qui a évolué dans le temps. Alors, pour revenir à ce que je veux dire et qui va certainement blesser des personnes, c'est que quand on parle de communauté, vous voyez, quand je dis la communauté, sur le plan, je ne vais pas rentrer dans le dictionnaire, sur le plan spirituel, vous voyez, rentrez dans vos langues, dans vos traditions, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on appelle la communauté? Demandez à vos parents, demandez aux parents de vos parents, qu'est-ce qu'on appelle une communauté? Et qu'on vous explique d'abord que la communauté ne peut pas être dissociée du lien spirituel qui relie les gens de la communauté. Ça veut dire que la communauté est d'abord et avant tout une instance spirituelle. Nos ancêtres avaient déjà tout mis en place
parce qu'ils ne pouvaient pas dissocier la communauté spirituelle de l'Assemblée des dieux de l'Énéade. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que celui qui préside à la communauté de façon spirituelle et qui constitue le lien spirituel de la communauté pour que le mot communauté même existe, c'est justement Osiris. Car Osiris est l'élément qui crée le lien. Parce que quand on parle de communauté, on parle du lien. Or, Osiris est la seule divinité à vivre simultanément dans les trois mondes et à incarner le principe de la résurrection. C'est-à-dire que Osiris est la momie, première momie d'ailleurs. Osiris est Horus, qui exécute le pouvoir public, qui exécute le pouvoir spirituel, qui exécute le pouvoir de l'Ouas. L'Ouas étant l'unité qui gère les mondes d'en haut et d'en bas. On ne va pas rentrer dans les configurations pour le moment. Et Osiris, le transcendant, c'est-à-dire Osiris qui supplante maintenant Anubis ou Inpu dans le monde spirituel, devenant ainsi le juge des morts. Ces trois éléments sont reliés ensemble et sont indissociables et constituent la trilogie fondamentale nécessaire et indispensable à la création d'une communauté. Car il n'y a pas de communauté sans lien spirituel. Et ce lien spirituel qui préside à la communauté, qui préexiste à la communauté en amont, est le premier élément qui est mis en place avant même que les corps constituant de façon formelle la communauté ne pourraient être mis en place. Aujourd'hui, si nous parlons de la communauté kémite, quel est le lien spirituel qui a préexisté et présidé à l'existence de cette communauté? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et c'est là qu'on retrouve l'élément fondamental de la communauté. C'est le mana. Et j'en parlais tout à l'heure. C'est le mana. Qu'est-ce que la communauté? La communauté, c'est la mise en commun, c'est la mise en place, c'est la mise en assemblage. Vous voyez, comme mettre en ensemble les morceaux du corps d'Osiris pour créer la momie. Élément premier, le fondement d'ailleurs, avec ce qui caractérise la momie, hein, on viendra à cela, le suaire ou les bandelettes là, qui tournent la momie, qui représentent un élément important dans la tradition africaine. Et donc, quand on revient, on se rend compte qu'on parle de communauté d'abord fondamentalement spirituellement, parce qu'on ne peut pas dissocier la communauté du mana. Le mot mana, qui signifie fondamentalement capacité magique ou puissance magique, mais qui est en fait ce qu'on pourrait appeler le Ka. Et c'est là qu'intervient Isis, puisque Isis va créer la Eka, c'est-à-dire Isis représentant la Eka, vous voyez, étant le lien, vous voyez, et le lien qui représente également l'infini, étant le lien qui va permettre de mettre ensemble les différents cas. C'est pour cette raison que la Eka, c'est l'art magique qui permet de relier les cas dans une unité sympathique. Et d'ailleurs, lorsqu'on crée la communauté, l'élément premier de la communauté, c'est comment relier les manas des gens de la communauté. Comment mettre les manas en commun. Donc, la communauté est la mise en commun de nos nyamas, de nos manas, de nos cas. Vous voyez, nous mettons en lien, nous mettons ensemble nos cas, nous mettons ensemble nos manas. Et ça, c'est un élément important de la communauté parce que cet élément important de la communauté est en relation avec la momie d'Osiris, puisque seule la momie d'Osiris a pu réaliser ce miracle-là, c'est-à-dire relier les cas disparates des différents morceaux du corps d'Osiris et en faire une communauté. Le corps d'Osiris, la momie d'Osiris est une communauté parce que l'élément fondamental de la momie d'Osiris, c'est le lien, ce qui lie les différents éléments. Et ça n'a été possible que grâce à la Eka, qui en fait est la mise en commun des cas, le cas qui n'est que le mana, c'est-à-dire la capacité magique, la puissance magique. Pour être plus simple,
l'énergie spirituelle. Tout ce qui existe possède une énergie spirituelle. Et donc, quand on veut être en communauté, on fait d'abord des rituels de communauté qui permettent de relier l'énergie spirituelle des gens de la communauté. Mais lorsqu'on parle de la communauté kémite, l'élément premier de cette communauté kémite, il faut pouvoir l'identifier. L'identifier, c'est l'élément fondamental. C'est pourquoi je connais les 3 identités fondamentales de la communauté. En fait, de ce qu'une communauté devrait être. Et ces 3 identités fondamentales sont en relation avec les 3 identités fondamentales du corps d'Osiris. Osiris Moumi, Osiris Horus et Osiris le transcendant, juge des morts. Ça vous paraît extraordinaire, n'est-ce pas? Tout simplement parce que tant qu'une communauté a passé outre cet aspect de lien spirituel qui n'a pas été mis en place, qui n'a pas été instauré consciemment à travers des rituels qui permettent de relier les ancêtres aux descendants, pas tout le monde, parce qu'il faut toujours commencer par une souche de personnes qui incarnent comme un réceptacle, vous voyez, les ancêtres, et qui permettent aux ancêtres au Aku de retrouver, n'est-ce pas, leur correspondance dans le monde physique et pouvoir être reliés à la communauté de façon spirituelle. Parce que s'il n'y a pas ce lien, vous voyez, invisible, ce lien spirituel qui nous relie à nos ancêtres, ce lien qui est basé sur un rituel de mise en place de la communauté, comme, je vais le dire, comme un lieu sacro-saint, comme un vecteur, comme un réceptacle qui a pu convenir aux ancêtres pour canaliser les à-coups afin de pouvoir nous reconnecter à travers des personnes ressources spirituellement parlant, eh bien, la communauté, excusez-moi le terme, n'existe pas. Puisque la communauté ne peut pas exister sans racines. Le premier principe de la communauté, c'est justement celui-là, le lien. Or, ce lien est en relation avec Kama, puisque le mot Kama n'est pas simplement référencé par rapport à la chaleur, par rapport au chaud, mais le mot Kama est justement en relation avec ce qui est le lien. Oui, c'est exactement ça, ce qui nous relie. Kama est également le lien à l'originalité et à l'authenticité. Ça veut dire que si nous ne retrouvons pas, vous voyez, cette originalité et cette authenticité qu'incarnent nos ancêtres et que nous n'instaurions pas le premier rituel qui permette la mise en place spirituelle de la communauté avant la mise en place physique de la communauté, ben on aura un problème. En fait, on n'aura pas, on a déjà des problèmes. Puisque au sein de cette pseudo-communauté kémite, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de, comment je vais encore dire ça? Il n'y a pas de respect du sacré. Vous voyez, n'importe qui se lève n'importe quand et raconte n'importe quoi avec quelqu'un d'autre, sur quelqu'un d'autre, tout va sans dessus-dessous dans le désordre. Comme justement, l'Africain se complaît à vivre dans le désordre qui est le premier ennemi de la Mahat, puisque le premier fondement de la Mahat, c'est l'ordre. Alors, si nous voulons mettre en place une communauté ou si nous croyons que la communauté kémite existe, si nous retournons à la Mahat qui nous impose l'ordre, c'est-à-dire mettre chaque chose à sa place, dans son énergie, et lui reconnaître cette énergie-là à travers un rituel précis pour que la chose ne soit pas détournée de sa nature principielle, moi, je nous pose la question, je suis concerné également, je nous pose la question, à quel moment nous avons fait la mise en place ordonnée d'une échelle de notre communauté spirituelle? À quel moment ça a été fait? Parce que si ce lien premier osirien n'existe pas, il est tout à fait normal que les Africains vivent, ou les Kamites, ou les Kémites, vivent dans une matrice fausse. Je suis très clair avec vous. Vivent dans une matrice qui est dans l'incapacité de faire le lien vibratoire avec
les ancêtres. Où se trouve le lien, où se trouve le rituel fondateur, où se trouve la cérémonie fondatrice de la communauté kémite. Je veux savoir, et quel en est le symbole qu'il incarne, afin qu'à travers ce symbole, notre perspective symbolique ne meure jamais, que cela soit toujours intérieurement connecté. Parce que c'est ce lien qui va nous relier ensemble. Parce que c'est à travers ce lien que nous pouvons dire que nous sommes justement kémites, parce que c'est ce lien qui est en relation avec le corps d'Osiris qui nous permettra de nous retrouver ensemble dans une intimité symbolique et spirituelle qui ne disent pas son nom. Souvent, les gens parlent de la communauté chinoise, mais c'est parce que ces personnes ont maintenu une dimension spirituelle à toutes les choses que ces personnes font. Leur spiritualité n'a jamais été perdue. Et tout ce qu'ils font de culturel dans la communauté a toujours un fondement qui est en relation avec ce lien spirituel que les Chinois ne perdent pas. Mais ce lien spirituel, les Africains le perdent. Les Africains l'ont perdu. Les Africains ne l'ont même pas mis en place. Quelle est cette référence-là qui nous permet aujourd'hui de dire que, à partir de ce lien, de ce rituel qui a été fait avant que la communauté physique ne soit mise en place, à partir de ce lien, nous sommes tous véritablement, authentiquement et originalement connectés à nos ancêtres. Qui aujourd'hui peut le dire? Un se lève ici, il raconte ce qu'il veut, il est historien, il a découvert des choses. L'autre, bon, il a étudié les hiéroglyphes, l'autre a fait ceci. Chacun, et j'approuve et je respecte tout le monde, hein, parce que pour moi, nous sommes tous des morceaux du corps d'Osiris. Mais à quel moment, dans le cœur de la masse qui demande l'ordre, apparemment, les gens ne savent pas ce que c'est que l'ordre. L'ordre, c'est mettre la chose à sa juste et véritable, vénérable place. La communauté kémite, où est son étière et où est sa place, où est son réceptacle? Qui l'a fait? Qui l'a créé? Quels sont les initiés premiers qui sont autour? Même Atum a créé l'Énéade avant de tout générer. Vous voyez, l'Africain est celui qui met toujours la charrue avant les bœufs. Il s'entremêle les pieds, il fait les choses à contresens, contre nature, et il subit lui-même la malédiction de ses propres ancêtres. Parce que c'est quoi une malédiction? Une malédiction, c'est mal dire. C'est une mauvaise diction de quelque chose. Une mauvaise diction, c'est soit utiliser une chose dans une nature qui ne lui est pas destinée, c'est-à-dire, par exemple, demander à un chien de faire des enfants humains. Je dis n'importe quoi, mais ça peut tenir. Mais ça peut être également le fait que vous ne mettez pas la chose à sa place avant de l'utiliser. Ça veut dire que vous n'avez pas connecté la chose à son principe premier, à son étière, avant de prétendre l'utiliser. Ça crée la malédiction. Et c'est cette malédiction, excusez-moi le terme, qui attaque les Africains. Parce que lorsque les entités de l'ombre, les entités de secte, savent que vous n'avez pas la connaissance spirituelle qui vous permette d'instaurer une communauté, et pourtant, vous dites que vous êtes dans une communauté, donc votre communauté n'a pas de sacro-saint. Mais au moins, on a beau critiquer les musulmans et autres, mais ils ont au moins la Maca. Ils ont au moins quelque chose. Quelque chose qui les met ensemble, qui les réunit. Même si, excusez-moi le terme, ce n'est pas droitement fait, ce n'est pas mathématiquement fait, mais ils ont quelque chose. Regardez tous les autres peuples, ils ont quelque chose. Mais nous, je vais vous dire ce que nous avons, les réseaux sociaux. En fait, l'Africain est comme quelqu'un qui découvre pour la première fois une bicyclette. Et il sourit jusqu'aux oreilles.
comme quand les colons arrivaient pour lui montrer un peu de sucre et un peu de je ne sais quoi d'autre. Et il est content dans sa bêtise et il ne veut pas aller plus loin. Et donc aujourd'hui, l'Africain a trouvé les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont devenus un peu ses ancêtres. Et c'est là, il va puiser, il raconte, il fait ce qu'il veut, sans se demander quelle est ma propre dimension spirituelle. À quel moment nous avons mis en place la spiritualité, l'esprit, la dimension nichaire de notre communauté. Parce que si notre communauté n'a pas son nichaire, ça veut dire qu'elle est livrée à la possession des entités du désordre, des entités sétiennes. Mais oui, parce que si je fais les choses en ordre, tout est en équilibre, tout est en harmonie. Vous voyez, on rentre dans la maths et l'équilibre, l'harmonie conduisent à l'amour à la vérité. Il faut comprendre l'ordre des choses. L'amour à la vérité. Il faut comprendre. Mais aujourd'hui, cette entité-là n'existe pas. Cette entité n'a pas été créée ou n'a pas été reconnue. Parce que même si l'entité existe déjà, préexiste déjà, aucun rituel n'a été fait pour que l'entité spirituelle de la communauté, qui est censée relier les énergies spirituelles de tous ceux qui sont au cœur, au centre de la communauté, soit cette entité inexistante, une communauté spirituellement inexistante, mais se débattant dans une existence formelle physique. Et donc, ceux qui participent à cette communauté, sont tout simplement, excusez le terme, dans une forme de malédiction où, au lieu de se concentrer sur ce qui doit être, ils vont s'entre-déchirer entre eux. Ils vont se faire des coups bas. Et je le répète, lorsque vous avez trop d'historiens, mais vous n'avez pas beaucoup de spirituels, mais nous avons un problème. Parce que l'arrogance mentale qui naît de l'accumulation d'informations, alors que la base qui est la spiritualité africaine n'a pas été faite, vous allez avoir des individus qui font exactement ce que font les Occidentaux. Ils utilisent plus leur mental, leur cérébral, que leur cœur. Ils ne rentrent pas dans la maths. La maths est dans le cœur. Ils ne rentrent pas dans la maths parce qu'ils sont déjà allés trop loin dans la réflexion, dans l'analyse, dans ce que j'appelle le raisonnement, dans la dialectique ou dans le bien et le mal. Et ils ont ce raisonnement qui est devenu un peu trop cambré. Moi, j'appelle ça le raisonnement de l'âne. Vous voyez comment l'âne fait, non? D'abord, l'âne est toujours en relation avec 7. Si vous ne savez pas, allez chercher. L'âne est toujours en relation avec 7. Ils sont comme l'âne. Quand l'âne veut avancer, l'âne avance. Quand l'âne ne veut pas avancer, l'âne n'avance pas. Vous voyez, ils sont pour, contre. Vous voyez, ils évoluent comme ça. Moi, j'appelle ça le raisonnement de l'âne. Or, ce raisonnement n'existe pas en Afrique. Ce raisonnement n'est pas africain. L'Africain a déjà utilisé le raisonnement et a vu sa limite. C'est pourquoi l'Africain a décidé de procéder d'une autre manière, de créer une forme de mental holistique, de voir le tout de la situation au lieu d'évoluer en séquence ou en compartimentant les informations. De ne pas prendre même les faits pour la vérité et de prendre même ce qui n'est pas fait pour la vérité, parce que pour l'Africain, la vérité transcende les deux. On peut trouver la vérité en dehors de ces éléments. Aujourd'hui, ce n'est pas les gens que nous avons ça. La plupart des leaders sont beaucoup plus dans le raisonnement. Je ne dis pas que le raisonnement n'est pas bien, mais où se trouve d'abord l'esprit de la communauté, l'entité spirituelle de la communauté, le nyama de la communauté, le mana de la communauté, le ka de la communauté. Où est-ce que ça se trouve? Ce ka collectif-là, qui a réuni les cas de tout le monde, qui a réuni l'énergie spirituelle de tout le monde. Et sur quelle base symbolique, sur quel rituel, quelle cérémonie, pour que nous tous, nous ayons cette dimension du sacré de la communauté à partir de laquelle nous tirons les valeurs d'interaction. Ça n'existe pas. Et pourtant, on se proclame, Kevin, on est contre les gens, ils nous torturent, ils nous font ceci, ils nous font ceci. Et pourtant,
il y a plus d'Occidentaux ou de Locodem qui sont plus kémites que des kémites. Et pourtant, je viens de vous faire une démonstration très simple. Dans le règne animal, l'animal n'a pas le choix. Son principe manasique ne lui permet pas de changer d'identité. L'animal est un animal, point barre. Vous voyez un lion, c'est un lion voit un lion, c'est un lion, et puis ils se retrouvent entre eux, et d'instinct, ils se reconnaissent. Est-ce que vous voyez? Mais l'homme, voilà, c'est ça. L'homme a la possibilité de corrompre son identité. L'homme a la possibilité de détourner son identité. Vous voyez, c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. L'homme a cette possibilité-là. Parce que l'un des principes de la conscience, c'est que la conscience peut s'illusionner elle-même. Ceux qui suivent ma formation sur le code Atum en savent quelque chose. Et donc, à ce niveau-là, un humain ou un être humain a la possibilité de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et donc, il peut avoir une identité physique qui soit distincte de son identité mentale, ce qui ne viendrait pas à l'idée d'un animal. Est-ce que vous voyez? Et d'ailleurs, comme j'ai donné l'exemple, et je me répète, pour aller chasser des animaux parfois, eh bien, on porte la tenue d'un animal et on se dissimule parmi les animaux. Ou on met du sang d'un animal sur soi ou l'odeur d'un animal sur soi pour que les animaux ne détectent pas l'odeur humaine. Ça veut dire que l'homme possède, de par son mana ou de par son intelligence, qui vient donc de ce principe mine, l'homme a la capacité de changer son identité. En fait, personnalité, mais on va dire identité d'abord. De changer son identité et de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. L'homme a cette capacité-là. Et donc, de paraître et d'avoir autre chose dans la tête. Et donc, il a une identité différente dans la tête. Il est quelqu'un d'autre mentalement parlant et physiquement, il est quelqu'un d'autre. Ce qui lui permet, eh bien, comme un agneau, vous voyez, de se glisser. Donc, comme un loup, de se glisser parmi les agneaux. Nous avons plein de présidents qui dirigent les pays africains qui sont comme ça. Ce sont des gens qui sont africains extérieurement, qui ont des enfants africains avec des noirs pur sang, mais qui ne sont pas kémites, qui ne sont pas africains, qui ne sont pas panafricains. Parce que ce n'est pas la forme physique, ce n'est pas l'identité physique qui compte, c'est l'identité mentale, la configuration mentale, la personnalité mentale de l'individu qui agit. Or, cette personnalité, identité mentale, quel que soit le nom qu'on va lui donner, est fausse à partir du moment où l'individu n'a pas un lien spirituel. Et ce lien spirituel n'est possible que lorsque l'individu est en mesure de se connecter à ses ancêtres, que représente d'ailleurs justement Osiris. S'il n'a pas la possibilité de le faire, c'est qu'il n'est pas dans une communauté, parce que la communauté a d'abord son vaudou. Vous voyez, je vais le dire de façon barbare, a son vaudou, son étière primordial, avec son réceptacle primordial, qui est le lieu sacro-saint, si vous voulez, hein, comment ils appellent ça chez les chrétiens, ils ont eux-mêmes un lieu sacro-saint, je ne sais même plus comment ils appellent ça, le lieu de l'Eucharistie ou je ne sais pas, de toute façon, vous en savez plus que moi. Eh bien, eux, ils ont également un lieu qui est le lieu par lequel, eh bien, on peut se connecter, n'est-ce pas, à ses ancêtres. Nous, dans notre communauté kémite, kamite ou amite, tout ça se dit, où en sommes-nous? À quel moment nous avons mis en place l'esprit, l'entité spirituelle de la communauté? Et à quel moment nous avons adhéré nous-mêmes spirituellement à cette communauté? À quel moment nous avons compris notre adhésion spirituelle, symbolique à cette communauté qui nous impose le respect du sacré, de l'entité spirituelle de la communauté et qui va justement faire prévaloir les valeurs de la Mahat sur nos comportements au quotidien. À quel moment? Mais voilà. Donc, c'est là que le problème se pose. Parce que les gens ne savent même pas que l'étymologie de la communauté, je ne regarde pas le dictionnaire,
c'est de mettre en commun les manas, c'est-à-dire mon mana, mon nyama, mon ka ou mon énergie spirituelle avec ton énergie spirituelle, avec l'énergie spirituelle d'un autre, avec l'énergie spirituelle d'un autre. Vous voyez, de relier nos énergies spirituelles ensemble. Mais il y a un foyer central par lequel, quelle que soit la distance où vous vous trouvez, si ce foyer central-là, ce voudoun, ce nettier a été mis en place avec un réceptacle, toute personne qui adhère à la communauté, eh bien, cette personne est spirituellement liée à la communauté. Et cette personne, ayant cette alliance, parce que ce qui lie les communautés, c'est l'alliance spirituelle. Il y a une alliance spirituelle entre les gens de la communauté. C'est l'élément premier. C'est pour ça que je dis, si je vous explique les 3 identités fondamentales du mana, c'est là que vous allez réaliser qu'en fait, la communauté kémite africaine ou afro-descendante ou panafricaine, tout ce que vous voulez, ne peut rien créer. Parce que le premier élément, ce premier élément, qui est un élément chaleureux, spirituel, ce premier élément a été faussé. Et par conséquent, ce premier élément qui donne l'initiative, la créativité, la capacité à concevoir les choses, qui donne la fertilité. Vous voyez, la fertilité. Cet élément qui fait de nous-mêmes profondément des êtres kémites à une dimension donnée, cet élément n'existe pas. Ce qui caractérise le kémite, c'est son rapport avec l'invisible. C'est son rapport avec le mystère. C'est sa capacité à décoder symboliquement le mystère, à relationner avec le mystère, à relationner avec la dimension invisible, à relationner avec l'esprit des choses, avec les noms premiers des choses, avec l'essence des choses, avec le pourquoi des choses. C'est ça qui fait de vous un kémite. À quel moment c'est mis en place? Je suis même jusqu'à aller faire des vidéos pour dire, dans votre famille, est-ce que vous êtes arrivé à détecter qui est le chef spirituel de la famille? Qui est le Horus de votre famille? Il n'y en a pas. Vous ne l'avez jamais pensé, vous ne l'avez jamais fait. Et pourtant, chaque famille possède un chef spirituel, déclaré ou non. Il y en a. Normalement, c'est lui qui devait être investi chef spirituel à cause de son énergie qui permet d'assurer l'équilibre vibratoire au sein de la famille. C'est la même chose qui se produit au niveau de la communauté. Nous devons identifier le nettier et lui créer un réceptacle pour que cette entité spirituelle de la communauté soit l'élément fondamental premier qui est le lien qui permet l'existence même de la communauté. Et si ce n'est pas fait, tout le monde parlera de communauté, mais où est la communauté kémite? Elle est où? Non, dites-moi, elle est précisément où? Quels sont les individus qui constituent cette communauté? Ah oui, les gens à peau noire ou presque noire, mais tendant vers le noir et ayant des individus qui disent qu'ils proviennent des ancêtres noirs. De toute façon, tout le monde provient des noirs. On est d'accord. Maintenant, qui est kémite finalement ou qui ne l'est pas? Qui peut l'être et qui ne pourrait pas l'être? Qui devrait pouvoir l'être et qui ne devrait pas pouvoir l'être? À quel moment la discrimination a commencé pour dire de quelqu'un en le regardant qu'il n'est pas kémite? À quel moment sommes-nous devenus, excusez le terme, racistes kémites sans nous en rendre compte parce que nous avons été formatés par des pseudo-maîtres qui ont lessivé notre esprit à force d'esclavage. On devient, vous voyez, c'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart du temps, quand des filles ont été violées, on demande d'aller trouver un psychologue ou à la limite un psychanalyste. Parce qu'il faut aller désassembler toutes les émotions qui ont été mises en mouvement, en branle au moment où la fille a été violée. Sinon, la fille va reproduire sous forme de violence
ce qu'elle a subi sur d'autres hommes. Ça, au moins, vous le savez. Mais à quel moment est-ce que, après l'esclavage et après la colonisation, nous avons été psychanalysés? C'est une expression. À quel moment nous avons été soignés? C'est une façon de dire la chose. À quel moment nous avons été guéris? À quel moment? Eh bien non. Les comportements aujourd'hui prouvent clairement que les Africains ressemblent de plus en plus à ceux qui avaient été leurs maîtres. Et je mets maître entre griffes. Ils se comportent exactement comme eux, mais eux au moins ils étaient intelligents, puisqu'ils se considéraient comme une race unie en train d'agresser des sous-hommes. Mais nous là, on ne se réunit pas pour les agresser, hein, non. On s'agresse entre nous, quoi. C'est-à-dire qu'on préfère s'entretuer entre nous et à les laisser tranquilles. Vous voyez que d'une manière ou d'une autre, on peut dire que quand même, eux, ils ont fait preuve d'une forme d'humanité envers leur race. Mais nous, bien que je n'aime pas le thème de race, puisque le racisme n'existe pas dans la maths, mais nous, on est une communauté. On est kémite par la peau noire. Point d'interrogation. Pourtant, regardez ce qu'on se fait entre nous. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Parce que justement, notre spiritualité est perdue. Perdu, c'est un mot que j'utilise comme ça. Notre spiritualité est perdue. Aujourd'hui, même ceux qui sont les garants de la tradition, ils peuvent seulement vous dire comment les choses se produisent, comment les ancêtres faisaient les choses, mais ils sont incapables de vous dire pourquoi les ancêtres le faisaient. Et parce que ce pourquoi leur échappe, ils sont incapables d'adapter les connaissances ancestrales à notre réalité d'aujourd'hui. Et vous allez trouver des vieux qui ont la nostalgie du passé et qui pensent qu'on pourrait retourner en arrière, alors que nos ancêtres eux-mêmes adaptaient la tradition aux ères astrologiques. La question qui devrait se poser, en toute intelligence, devrait être, mais à cette ère de l'ère du Verseau, quel type de connaissances ancestrales devrait pouvoir correspondre? Et non vouloir ramener systématiquement et systémiquement tout ce que faisaient nos ancêtres dans le passé dans la vie actuelle de l'ère du Verseau. Ça ne marchera pas, car les entités ne sont pas les mêmes. Et les entités du passé ne fonctionneront jamais dans cette entité de l'ère du Verseau. Il va y avoir conflit entre les entités et beaucoup de rituels ne marcheront plus. Il faut en créer d'autres qui correspondent justement à l'ère actuelle. Mais ça commence à parler là. Et donc, avant de pouvoir le faire, il faut connaître les principes premiers, c'est-à-dire le pourquoi nos ancêtres faisaient ça, pour reproduire les rituels dans un format nouveau. Mais si vous n'en connaissez que le comment et que le pourquoi vous échappe, eh bien, vous n'êtes pas en mesure de reproduire le rituel. Vous risquez de faire des anciens rituels avec d'anciennes entités qui vont créer plus de problèmes aux gens parce que les énergies ont évolué et vous, vous utilisez des énergies rétrogrades. Tout ce que je dis, en fait, vous ne pouvez le comprendre que si vous faites partie réellement de la tradition spirituelle. J'ai toujours dit que notre tradition est à deux volets. Il y a une volet qui est la spiritualité et qui est en relation avec le cultuel, et un volet qui est en relation avec le culturel, le civilisationnel, et qui est donc en relation avec l'histoire et avec tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais le fondement, c'est le lien spirituel. Comment remettre le lien spirituel en place pour que la communauté ait un sens? Car le sens de la communauté ne peut provenir que de ce lien spirituel. Alors, je nous pose la question. Je pose la question à tous les professeurs émérites. Je pose la question à tous ceux qui sont défenseurs de la cause kémite et à tous ceux qui se croient même plus kémites que moi. Je ne vous le concède. Le jour viendra où, lorsque je vais aborder les trois identités fondamentales du mana et donc de la divinité mine et donc de la mélanine, chacun se positionnera et saura qui est kémite ou qui n'est pas kémite. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut tout simplement permettre à chacun
de se reconnaître vrai ou faussaire, tout simplement. Donc, moi, ma question demeure, est-ce que nous avons vraiment, de chez vraiment, une communauté kémite ou africaine, ce que vous voulez? Est-ce que nous en avons vraiment? Si nous en avons, est-ce que cette communauté a respecté les bases spirituelles de sa création, qui constituent un ensemble de mise en place de cette communauté, comme nos ancêtres ont créé d'abord dans le monde astral? Vous voyez, à travers Horus, ils ont créé la civilisation égyptienne avant la civilisation kémite, avant de la créer ici sur Terre. Car si vous ne créez pas l'énergie spirituelle d'une chose, comment pouvez-vous créer la chose? Vous travaillez contre nature. Il n'y a pas de contre nature. Nos ancêtres ont vu les choses. Ils se sont dit, avant de construire quelque chose, créons d'abord sa dimension spirituelle. Créons son énergie spirituelle. Ça existe dans tous les rituels. Un enfant vient au monde, son énergie spirituelle. On veut intégrer une maison, une énergie spirituelle, la pose de la première pierre, Ben, qui est liée à Atum. Vous voyez, tout est là. Quel que soit ce que l'Africain veut faire, il va d'abord mettre en place son énergie spirituelle, l'énergie spirituelle de la chose. Parce qu'il sait que si la chose n'a plus une énergie spirituelle, la chose n'existe pas. Ou si la chose est forcée à exister sans l'énergie spirituelle, eh bien, c'est un clone. C'est-à-dire, c'est un truc qui n'a pas d'âme. Et quand vous avez quelque chose qui n'a pas d'âme, eh bien, ce sont les démons qui viennent lui servir d'âme. Et en ce moment, ça va créer des problèmes au sein de la communauté parce que vous aurez une communauté qui ne sera qu'une coque vide, mais qui possède en elle-même une diversité d'entités maléfiques parce que l'entité n'ayant pas elle-même ni son âme, ni son esprit, et donc ni son énergie spirituelle. Et vous, votre énergie spirituelle n'étant connectée à aucune énergie spirituelle de la communauté, eh bien, vous n'êtes lié à rien du tout spirituellement. Vous n'êtes protégé par rien du tout. Vous voyez? Et votre vie est encore plus en danger parce que vous vivez dans une pseudo-communauté qui n'a pas un lien spirituel qui vous garantisse, vous voyez, votre propre sécurité. Car la communauté est Horus. Elle est censée vous apporter ce que j'appelle le pouvoir de l'Oise. La communauté est censée vous apporter la protection spirituelle de l'égrégore de la communauté parce que cette entité spirituelle a été mise en place pour chaque Africain. Et chaque Africain qui entre dans la communauté, énergétiquement, spirituellement, participe avec son énergie spirituelle à la communauté. Et donc, les enfants de vos enfants qui naîtront, eh bien, ils seront sous l'égide de la communauté à laquelle vous participez. Et si votre énergie communautaire est forte, elle est puissante, c'est là que vous allez constater qu'en fait, c'est la guerre des égrégores qui se met en place. Les autres mettent en place et nourrissent leur égrégore. Et vous, les Africains, vous n'avez même pas mis en place d'égrégore, mais vous dites que vous avez une communauté. Et dans cette communauté pseudo, vous vous entredéchirez entre vous, justement parce que ça n'a pas d'âme. Et donc, justement, vous vous fragilisez et vous permettez aux démons que les autres créent de devenir les âmes de votre propre communauté. J'espère que vous avez compris. Hein? Et si vous n'avez pas compris, on s'en fout. Et quel que soit ce que vous allez dire de moi, je m'en fous. Et ça, je le dis avec plaisir. Je m'en fous. Je m'en contrefiche éperdument. Je sais qui je suis et je sais ce que je suis. Et les ancêtres le savent. Vous pouvez mentir au monde entier, mais ce que vous êtes au fond de vous, vous seul, vous le savez. Vous connaissez votre niveau de vérité et vous connaissez votre niveau de mensonge. La seule chose que moi je demande ici, je suis d'accord pour l'existence de la communauté, mais pas d'une communauté contre nature. C'est-à-dire une communauté qui ne possède pas de spiritualité intrinsèque et donc d'une énergie spirituelle,
et on m'invite à participer à cette communauté. Pourquoi? Pour quelle protection? Pour quel but? Quelle vision? Qui sont les garants de l'énergie spirituelle de la communauté? Qui sont encore les correspondants des ancêtres, afin qu'on puisse se garantir les uns les autres nos énergies spirituelles. Pourtant, vous allez me dire, non, moi, je n'ai pas donné mon énergie spirituelle. Oh oui, vous l'avez donnée. Vous avez validé votre entrée dans une communauté. Vous dites que vous êtes kémite. Vous validez cela sans savoir à quelle énergie spirituelle vous validez cela. Parce que vous avez des gens qui parlent beaucoup de kémite, etc. Mais quelle est l'énergie spirituelle? Il n'y en a pas. Qui a fait la cérémonie? Il n'y en a pas. Au contraire, au sein de la même communauté noire, ben, il y a ces conflits, il y a ces dissidences-là. Et personne n'en dit rien. Et personne ne comprend pas. Personne ne comprend que, en fait, c'est parce que nous n'avons pas mis en place cette dimension culturelle et symbolique à laquelle nous devons tous devoir respect et considération. C'est pour cette raison que nous sommes en griffe égarés. Je m'y inclus, parce que si je ne m'y inclus pas, on va dire oui, lui, il fait le malin, ou il fait... Voilà, ça c'est africain, ça. Aujourd'hui, au sein de cette communauté, la confiance n'existe pas. Au sein de cette communauté ne peut pas dire, oui, on a des Africains ailleurs, on est ensemble et on se fait peut-être des transferts d'argent, vous ne trouverez pas. Vous allez manger sur un Africain, vous posez la question de savoir, est-ce que je peux laisser mon plat et partir et revenir manger le plat? Les autres ont dépassé ce niveau-là. J'ai travaillé avec des Libanais, j'ai travaillé avec des Leucodèmes, mais je vous assure, j'ai beaucoup appris d'eux. Mais j'ai compris une chose chez l'Africain. L'Africain est toujours dans la méfiance. Et je sais pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Je vous le dirai une autre fois. Parce que vous savez, moi, je ne cherche pas mon esprit, je n'utilise pas mon esprit pour entrer en conflit avec les gens. J'utilise mon esprit pour comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'est pour cette raison que je rentre dans des dimensions de plus en plus subtiles. J'ai voulu partager cette introduction avec vous. J'ai voulu vous faire réfléchir. Le jour où nous parlerons des 3 identités fondamentales de la mélanine, cela permettra à chacun de se demander là où il est. Est-ce qu'à travers ces 3 identités de la glande pinéale, je peux me prévaloir d'être kémite? Chacun fera son jugement. Chacun verra Osiris le noir, c'est-à-dire la mélanine, lui apporter le plateau de la balance et ce sera à chacun, dans sa propre conscience, de se reconnaître équilibré par la marge ou pas. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour me dire, pour rentrer dans les configurations de ce schéma leucodermisé. Je reste dans ma ligne. J'apporte la connaissance, que ceux qui veulent prennent, que ceux qui n'en veulent pas dégagent. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la. Partagez-la avec ceux que vous connaissez qui défendent la cause kémite. Permettez-leur de commencer à réfléchir et qu'ensemble, nous trouvions des solutions spirituelles à notre communauté parce que notre communauté a un problème spirituel. Parce qu'il y a beaucoup d'individus, démons, qui sont dans la communauté parce que ces individus-là souffrent de problèmes spirituels. Parce que ces gens ne comprennent pas que la dissonance cognitive est d'abord un problème de dissonance spirituelle, de déséquilibre spirituel, c'est-à-dire être hors de la maths. Parce que la maths, c'est également les rituels. Vous voyez, la maths, c'est les rituels. Or, ces personnes-là n'ont pas de rituel qui les reconnaissent à une identité symbolique intérieure. Et pourtant, ils sont africains. Et tout ça, ça concourt au déséquilibre de la communauté. Donc, il faut veiller à ce que les gens soient équilibrés, ordonnés et équilibrés et harmonisés pour qu'on puisse parler de la communauté qui est l'instance de l'amour et de la vérité. Je vous remercie. Je vous retrouve la prochaine fois. Paix à vous.